Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel atelier. J'ai le plaisir d'accueillir donc Dominique Thierry, qui est juriste spécialisé en droit de la santé, coach professionnel certifié et qui est la fondatrice de l'association Juris Santé. Et Dominique aujourd'hui va nous préciser finalement les points de vigilance à connaître, à garder en tête quand on est concerné par un cancer du sein métastatique et notamment sur toutes les questions autour donc du droit. Bienvenue donc Dominique et donc on te laisse nous présenter ces points. Merci beaucoup, Laure. Je peux avoir le PowerPoint ou oui? Donc, effectivement, il est important quand même que vous ayez quelques points de vigilance en tête par rapport à votre parcours, qui est quand même pas le parcours le plus simple, hein, puisqu'il va être fait d'arrêt de travail, de reprise de travail pour un certain nombre d'entre vous, de nouvel arrêt de travail, d'éventuel du passage à un moment donné des indemnités journalières de la sécurité sociale à un passage en invalidité, avec tout ce qu'on peut connaître comme aléa au niveau de sa vie professionnelle par rapport à tout ça. Donc, d'une part, alors moi, j'ai repris un petit peu les questions que vous êtes nombreuses à nous poser, hein, puisque vous avez accès à une ligne téléphonique qui vous est dédiée chez Juris Santé. Et donc, très souvent, une des premières questions qu'on nous pose, c'est: est-ce que j'ai l'obligation d'informer mon employeur de ma pathologie? Alors, je vous rassure, non, vous n'avez absolument pas d'obligation d'informer votre employeur. Parfois, c'est plus simple de lui donner quand même un certain nombre d'informations, mais que je vous conseille de réfléchir à l'avance, c'est-à-dire de savoir quel niveau d'information vous voulez lui donner et de savoir à quoi vous avez envie de répondre et à quoi vous n'avez pas envie de répondre. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant quand même d'informer votre employeur du fait que vous ayez pas nécessairement du fait que vous ayez un cancer du sein métastatique, mais déjà que vous avez une pathologie qui va nécessiter des temps de traitement longs et parfois des retours, mais avec des aménagements, eh bien, c'est tout simplement parce que ça va permettre à votre employeur d'anticiper et de mieux organiser le fonctionnement de son entreprise, et que ça peut être facilitateur pour lui, mais aussi de ce fait-là pour vous, puisque sachant cela et sachant que vous lui donnez des clés pour s'organiser, lui, il peut aussi être plus compliant avec vous. Ensuite, on me pose très souvent également la question de l'intérêt d'une reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Quel est effectivement cet intérêt? Alors, il est d'une part un intérêt parce que au niveau de la médecine du travail, vous allez être tout de suite identifié comme étant quelqu'un avec plus de risques, et donc obtenir plus de facilité par rapport à l'adéquation de votre poste de travail avec votre état de santé. Mais pas seulement, c'est là aussi par rapport à votre employeur. Imaginons qu'à un moment donné, vous avez besoin d'un siège, par exemple, ergonomique, parce que vous êtes douloureuse, et ça arrive quand même très, très souvent pour les patientes qui ont un cancer du sein métastatique, avec notamment des métastases osseuses. On peut avoir besoin d'un siège adapté afin de limiter les douleurs. Eh bien, si vous avez une RQTH, votre employeur pourra bénéficier d'un financement par le fonds GESIF pour effectivement acheter le fauteuil qui vous est nécessaire. Et donc, il sera beaucoup plus volontaire dans cette démarche si effectivement il y a un financement qui peut lui être accordé. Donc, rien que pour ça, effectivement, la RQTH peut être importante. Après, il y a des tas d'avantages autres à la RQTH, mais on a très, très peu de temps là. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser ou à nous appeler sur la ligne téléphonique de Juris Santé, en sachant qu'on peut avoir des avantages, notamment dans la fonction publique par rapport au passage des concours. Enfin bon, il y a un certain nombre d'avantages. Ensuite, très souvent, une autre question qui nous est fréquemment posée, c'est finalement, là, je vais un petit peu mieux, mon oncologue me dit que je peux peut-être reprendre en temps partiel thérapeutique.
Mais est-ce que mon employeur est obligé d'accepter le temps partiel thérapeutique ou peut-il le refuser? Et effectivement, votre employeur a la possibilité de refuser un temps partiel thérapeutique si ce temps partiel thérapeutique perturbe l'organisation de l'entreprise. Donc, il faut bien savoir qu'il ne peut pas vous le refuser juste parce qu'il a décidé, voilà, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas. Non, il faut quand même pour qu'il puisse le refuser de manière légale, on va dire, il faut que ce soit parce que ce temps partiel thérapeutique n'est pas compatible avec l'organisation de l'entreprise. De la même manière, voilà, vous pouvez vous le faire, le médecin, je vous incite, avant d'annoncer une reprise en temps partiel thérapeutique à votre employeur, c'est peut-être déjà de rencontrer le médecin du travail dans le cadre de la visite de pré-reprise, connaître un petit peu son avis, comment ça s'est passé au sein de l'entreprise pour organiser les autres temps partiels thérapeutiques, et ensuite prendre contact avec votre employeur en lui évoquant le fait que vous pourriez revenir, mais en temps partiel thérapeutique. Est-ce que c'est compatible avec l'organisation de l'entreprise? Très souvent, quand on fait cette démarche-là, l'employeur est beaucoup plus volontaire à accepter que quand on lui impose ou quand il a le sentiment qu'on lui impose quelque chose. Ensuite, vous êtes également très nombreuses à poser la question du licenciement qui peut être possible pendant l'arrêt de travail. Alors, il est bien évident qu'on ne peut pas vous licencier parce que vous êtes malade. Ça, ce serait complètement discriminatoire et il n'est pas possible de vous licencier pour cet état de fait. Et si ça devait advenir, je vous encourage très fortement à prendre contact avec un avocat et effectivement à entamer une procédure au prud'homme. Par contre, malheureusement, votre poste de travail n'est pas nécessairement protégé pendant toute la durée de votre arrêt de travail, parce qu'il suffit que votre employeur effectivement puisse arguer de la désorganisation de l'entreprise, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un pour vous remplacer, ou tout simplement l'entreprise connaît une restructuration pendant votre arrêt de travail, et donc il y existe quand même un certain nombre de cas où il est effectivement possible de vous licencier, même si vous êtes en arrêt de travail. Donc voilà, un petit point d'attention. Ensuite, un certain nombre d'entre vous, en fait, lorsqu'elles ne sont pas en emploi, mais qu'elles sont inscrites à Pôle emploi, elles omettent de demander un arrêt de travail à leur médecin parce qu'elles ignorent que, étant inscrites à Pôle emploi, en fait, elles ont des droits aux indemnités journalières de la sécurité sociale, à savoir, en fait, la sécurité sociale va remonter à l'année qui précédait leur inscription à Pôle emploi pour leur accorder effectivement des indemnités journalières de sécurité sociale. Ce qui peut quand même avoir un intérêt si, d'une part, parce que ça va geler les droits Pôle emploi qui vous restent, et donc quand vous irez mieux, vous pourrez vous réinscrire à Pôle emploi et de nouveau bénéficier de la prise en charge par Pôle emploi. Et entre-temps, vous aurez quand même initier vos droits aux indemnités journalières de sécurité sociale qui peuvent être quand même de 3 ans, avec éventuellement la possibilité d'un passage en pension d'invalidité dans le cas où votre état de santé le nécessiterait. Ensuite, certaines d'entre vous m'expliquent qu'effectivement, elles sont en arrêt de travail salarié, mais que voilà, elles ont beaucoup réfléchi au sens du travail, qu'elles se sont intéressées à différentes choses, qu'elles sont peut-être aussi, elles ont profité de l'arrêt de travail pour se former à un nouveau métier et qu'elles aimeraient créer une activité d'auto-entreprise. Attention, vous ne pourrez créer votre activité d'auto-entreprise que lorsque vous ne serez plus en arrêt de travail. Il n'est absolument pas compatible de recevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale pour un arrêt de travail et en parallèle avoir une activité d'auto-entreprise. Donc, vous pourrez bien sûr créer votre entreprise, mais à partir du moment où vous ne serez plus en arrêt de travail. Ensuite, certaines posent également la question, voilà, aujourd'hui, mon médecin j'étais en pension d'invalidité catégorie 1, dans ce cadre-là, j'avais une activité professionnelle que je complétais, qui venait compléter ma pension d'invalidité, mais les derniers temps, c'est devenu de plus en plus difficile, donc je me suis de nouveau arrêtée, et là, le médecin conseil de la sécurité sociale a proposé un passage en catégorie 2, et du coup, je me demande
parce que moi, je tenais quand même, j'aimais beaucoup mon travail et certes, je ne peux plus travailler beaucoup, mais je pourrais reprendre peut-être une petite dizaine d'heures par semaine, voire même un petit peu moins, et a priori, mon employeur serait d'accord. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Vous avez tout à fait la possibilité, effectivement, de cumuler la pension d'invalidité catégorie 1, ça c'est logique puisque on conçoit dans la catégorie 1 que vous avez une activité en parallèle, mais également avec la catégorie 2, vous pouvez cumuler avec une rémunération professionnelle. Le point d'attention là, c'est que si vous quittez les effectifs de l'entreprise et si vous bénéficiez d'une prévoyance dans le cadre de l'entreprise que vous avez quittée, il y a certains contrats qui prévoient que cette prévoyance s'arrête si vous commencez à travailler pour un nouvel employeur. Donc oui, cumul pour la CPAM, la CRAMIF, il n'y a aucun problème pour que vous cumuliez le montant de la pension d'invalidité avec une rémunération professionnelle. Ce qu'il faudra interroger, c'est est-ce que vous restez dans les effectifs de votre entreprise ou est-ce que vous quittez les effectifs de cette entreprise pour une autre entreprise? Et à ce moment-là, il faut interroger le contrat que vous aviez avec votre prévoyance pour être sûr de ne pas le perdre, parce qu'autrement, ça pourrait être un choix entre la prévoyance ou la nouvelle activité. Certains me demandent aussi, ben voilà, moi j'aimerais bien reprendre, mais bon, j'ai quand même régulièrement des soins et parfois les soins sont déplacés et du coup je m'inquiète par rapport à mon employeur. Alors sachez que dans cette situation, en fait, vous bénéficiez d'une autorisation d'absence pour soins à partir du moment où vous êtes dans le cadre d'une infection de longue durée et la maladie métastatique rentre bien dans ce cadre. Donc, il faut néanmoins avertir votre employeur que vous allez devoir vous absenter pour réaliser des soins. Et à partir de là, vous avez une autorisation d'absence. Alors là aussi, ça dépend des entreprises. Concernant certaines entreprises, vous allez avoir un maintien de salaire. Dans d'autres, malheureusement, il n'y aura pas de maintien de salaire. Donc, c'est soit vous vous faites prescrire un arrêt de travail par la personne avec laquelle vous avez des soins pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit vous posez un temps de congé ou alors vous négociez des récupérations d'heures. Ensuite, j'aimerais également évoquer l'intérêt d'une demande d'allocation adulte handicapé. Alors, je sais que ça fait hérisser, ça vous hérisse la plupart du temps, puisqu'il y a cette notion d'adulte en situation de handicap, mais il faut vraiment prendre ça comme une béquille, à savoir si vous avez des revenus qui sont inférieurs à 900 € et 903 € de mémoire actuellement, eh bien oui, ça peut valoir le coup de faire une demande d'allocation adulte handicapé, puisque cette allocation va venir compléter vos revenus à hauteur de 903 €. Et puis, par un effet de ricochet, il peut y avoir d'autres aides qui peuvent vous être accordées. Donc, oui, il ne faut pas utiliser vraiment cette demande comme un outil et pas comme quelque chose qui connote le handicap ou autre chose. Vraiment, prenez-le comme un outil. Ensuite, je suis désolée, je vais très vite, mais j'ai très peu de temps et j'essaye de vous balayer un maximum de choses. Donc, concernant l'accès aux assurances, alors vous avez dans l'accès aux assurances, vous avez deux choses. Vous avez les assurances que vous pouvez connaître, telles que les prévoyances, les complémentaires santé, mais vous avez également accès aux assurances de prêt. Donc, concernant l'accès aux assurances telles que les prévoyances, en règle générale, si vous êtes salarié, vous avez déjà si votre employeur vous a prévu le bénéfice d'une assurance prévoyance, c'est plutôt la déclencher, dont il va s'agir. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où, par exemple, vous revisitez votre travail et le sens que vous donnez à votre travail et vous vous dites finalement moi j'ai plus envie de faire ça et j'ai envie de créer mon auto-entreprise, soyez consciente que vous aurez beaucoup de mal à obtenir une assurance
prévoyance, donc qui va compléter vos gains ou votre salaire à partir du moment où vous seriez de nouveau en arrêt de travail. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. C'est toutes les assurances que vous aviez avant d'être malade, elles vont vous suivre. Les assurances que vous allez essayer d'obtenir à partir du moment où un diagnostic est posé, ça va être beaucoup plus compliqué. Malheureusement, dans la maladie métastatique, on se heurte à des refus, que ce soit au niveau de l'accès aux assurances prévoyance ou au niveau de l'accès aux assurances de prêt. Donc là, à partir de là, ce qu'il faut vérifier, c'est si dans le cadre vous pourriez y accéder, alors pas pour les prévoyances, parce que là, malheureusement, il y a peu de chances, mais au niveau de l'accès aux assurances de prêt, ce qu'il peut être intéressant, c'est de vérifier si vous n'avez pas d'autres garanties, c'est ce qu'on appelle les garanties facultatives, qui vous permettraient d'accéder au prêt, puisque le prêt, en fait, il n'y a pas d'obligation d'assurance pour avoir accès au prêt, c'est les banques qui imposent cette assurance, mais les banques peuvent accepter d'autres garanties facultatives. Il y a notamment une banque, par exemple, qui va accepter la prévoyance. Et à partir du moment où vous êtes couvert par une prévoyance, eh bien, elle acceptera néanmoins de vous faire accéder au prêt. Concernant les complémentaires santé, il n'y a plus en France de questionnaire de santé pour les complémentaires de santé, donc vous y aurez accès, quel que soit votre état de santé. La seule chose à laquelle il faut prêter attention, c'est qu'il peut y avoir des délais de carence ou de franchise pendant lesquels, effectivement, vous n'avez pas accès au remboursement de certains actes hors l'urgence vitale. Par exemple, vous avez prévu une intervention, mais qui n'est pas vitale ni urgente, eh bien, très souvent, pendant les 6 premiers mois du changement d'assureur, ils refusent de prendre ça en charge. Voilà. Et puis, par rapport à vos proches, effectivement, vous pouvez aussi vous inquiéter parce que votre proche, ou votre mari, votre enfant, votre sœur, votre maman, que sais-je, la personne qui est auprès de vous, ou en tout cas qui essaye de vous dédier du temps, de vous accompagner lors des hospitalisations, etc., elle peut, elle aussi, voir impacter sa vie professionnelle, et elle peut également se retrouver avec des difficultés à gérer. Donc, il faut savoir que là aussi, il y a dorénavant des aides qui sont possibles, qui peuvent être soit des aides dans l'entreprise où elle travaille, parce que peut-être ils ont mis en place le don de jours de congé et de RTT pour le salarié aidant qui aide un proche, ou il peut y avoir la possibilité également, si vous avez fait un dossier MDPH pour demander l'allocation adulte handicapé, de pouvoir demander également des aides au niveau des aides humaines, et de les renseigner. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus parce que je pense qu'il y a des questions, et je vais donc laisser la place aux questions. Merci beaucoup, Dominique. Vas-y, Lauriane, pardon. Bonjour Dominique, merci infiniment. Alors, on avait une question de Magali, mais qui était une question qu'on avait eue déjà en amont. Y a-t-il des revalorisations d'indemnité d'invalidité pour que notre pouvoir... Alors, c'était pas celle-là que j'avais vue de Magali, pardon. Je viens de passer en invalidité 2 et mon employeur ne fait rien pour l'instant. Pas de visite chez le médecin du travail et pas de licenciement. Que dois-je faire? Et ça fait le pendant avec quelqu'un qui nous avait demandé, qui était passé en pension d'invalidité 2 et qui voulait savoir s'il pouvait continuer à travailler. Elle pouvait savoir si elle pouvait continuer à travailler. Alors, pour reprendre dans l'ordre, oui, en pension d'invalidité catégorie 2, comme je l'ai dit là tout à l'heure, on peut tout à fait continuer à travailler, mais bien évidemment sur un temps qui va être réduit. Il n'est pas plus possible en pension d'invalidité catégorie 2 de travailler à temps plein. Donc là, effectivement, en principe, il doit y avoir une visite de reprise. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de prendre contact avec la médecine du travail afin de demander une visite de pré-reprise à laquelle vous avez droit, ce qui va vous permettre de voir avec le médecin du travail
dans quelle mesure vous pouvez reprendre votre activité professionnelle et sur quel temps sans que ça ne porte préjudice à votre état de santé. Donc, ce premier entretien avec la médecine du travail va permettre aussi au médecin du travail, si vous en êtes d'accord, puisque c'est un rendez-vous qui est confidentiel et qui ne sera révélé à votre employeur qu'avec votre accord. Donc, à partir du moment où vous donnez votre accord à la médecine du travail pourra informer votre employeur qu'effectivement, dans le cadre de votre pension d'invalidité catégorie 2, vous pouvez reprendre le travail à hauteur, j'en sais rien moi, on va dire 7 heures par semaine, par exemple, ou une journée par semaine. Et à partir de là, l'employeur va, lui, devoir se prononcer. Est-ce que pour lui, c'est quelque chose qui est possible ou pas en termes d'organisation? Et à partir du moment où il estime que c'est possible en termes d'organisation, il va organiser une visite de reprise. Si par contre, il estime que votre poste de travail n'est pas possible, bon, il peut y avoir des échanges entre lui, la médecine du travail et vous, pour voir s'il y a éventuellement une nécessité de reclassement. S'il y a nécessité de reclassement parce que vous ne pouvez plus occuper votre ancien poste, à ce moment-là, votre employeur a 30 jours pour vous proposer un nouveau poste de reclassement. Pendant ces 30 jours, il n'a pas à vous rémunérer, en fait. Vous pouvez soit vous remettre en arrêt de travail, soit, en tout cas, c'est la pension d'invalidité qui prendra le pas. S'il y a une prévoyance, la pire prévoyance viendra compléter. Ou dans certains cas de figure, vous pouvez utiliser également votre reliquat de congés payés pour financer ces journées. Votre employeur doit impérativement vous proposer un reclassement dans les 30 jours. S'il n'a pas proposé de reclassement dans les 30 jours, ça veut dire qu'il doit recommencer à vous payer votre salaire. Donc, en règle générale, ils sont quand même censés se bouger. Voilà. Donc, après, certains employeurs vous adressent un courrier où ils vous proposent à votre choix de rester en suspension de votre contrat de travail du fait de votre catégorie 2 ou effectivement de reprendre le travail et à ce moment-là, il organise la visite de reprise. Voilà, j'espère avoir répondu, mais autrement, n'hésitez pas à nous appeler et on prendra vraiment votre cas en particulier pour y répondre de manière la plus complète possible. Alors du coup, Dominique, excuse-moi, le numéro de téléphone, est-ce que tu peux nous le rappeler, qu'on le mette dans le chat, même si on a mis les liens des associations? Alors, le numéro de téléphone, alors je ne le connais pas par cœur, je suis désolée. Le numéro de téléphone, c'est le 09 oui. 80 81 31. 31. Vous l'avez donc dans le chat. Merci beaucoup, Dominique. C'est vrai que je crois que c'est très important de souligner qu'on ne pourra absolument pas répondre à toutes les interrogations tout à fait particulières de chacune. On vous invite effectivement à vous, et c'est ce qu'on fait dans les différentes associations du collectif, c'est le sens d'ailleurs de notre collectif, c'est de vous orienter vers les associations qui ont la meilleure compétence pour vous accompagner. Donc, il y a Juriste Santé, bien entendu, avec ses coachings, cette ligne téléphonique, toutes vos équipes de juristes. Sur certaines questions plus de précarisation aussi qui peuvent être compliquées liées à la maladie, il y a Life is Rose dont je vous ai mis le lien également. Je sais que Étincelle propose également sur Paris des ateliers, des rencontres, donc vous avez également le lien. Donc vraiment, revenez vers les différentes associations en fonction de vos questions, on vous orientera le mieux possible. Pour revenir sur le fil des questions, il y avait une question que je trouvais intéressante, c'est est-ce que quand on a des indemnités d'invalidité, est-ce qu'elles sont revalorisées de temps en temps ou pas? Parce qu'on voit que le coût de la vie augmente. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, c'est ponctuellement, il y a une revalorisation qui est faite de manière automatique. Enfin, je veux dire, c'est la CRAMIF ou, en tout cas, l'entité qui verse la pension d'invalidité qui va effectuer la revalorisation, ou les revalorisations peuvent être faites à la demande des personnes.
si par exemple elles se rendent compte qu'il y a eu une revalorisation au sein de leur entreprise, par exemple de leur métier. Mais très souvent, les revalorisations sont faites de manière automatique. De la même manière, lorsque vous avez des prévoyances qui interviennent pour compléter les salaires, là aussi, il y a des revalorisations qui sont calculées. Oui, donc il y a bien des revalorisations. Après, c'est certain qu'on a quand même une cristallisation sur un moment T. La revalorisation n'équivaudra jamais à si vous aviez poursuivi votre carrière et que vous avez régulièrement des augmentations de salaire parce que vous négociez des augmentations de salaire. Je ne vous cache pas que ces revalorisations ne seront jamais à hauteur de ce type de négociation. Donc voilà, mais en tout cas, il y en a quand même qui sont prévus, hein, mais c'est un petit peu la même chose. Vous savez, vous entendez souvent parler des revalorisations des pensions de retraite, par exemple. Eh bien, c'est du même ordre. En fait, il y a ce type de revalorisation également pour les pensions d'invalidité. Merci beaucoup. Alors, une question quant à la formation possible. Est-ce que si je suis en arrêt, je peux par exemple faire un DU pendant cette période? Est-ce que je peux accéder à des formations? Alors, tout va dépendre en fait de votre état de santé, de l'accord de déjà de votre médecin traitant, de votre oncologue et puis éventuellement de l'accord du médecin conseil de la sécurité sociale. En principe, oui, il est tout à fait possible de faire des formations pendant l'arrêt de travail, sous réserve que le corps médical soit d'accord. Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on peut mettre en place également, c'est que quand on se rend compte que quelqu'un ne pourra pas reprendre son travail, son poste de travail, on appelle ça, c'est un risque de désinsertion professionnelle, en fait, l'appellation technique. Donc, à partir du moment où il y a un risque de désinsertion professionnelle, en fait, il est possible d'obtenir un bilan de compétences, donc de faire ce bilan de compétences pendant l'arrêt de travail, alors même qu'on est complété par une prévoyance pour un maintien de salaire. Et à l'issue de ce bilan de compétences, si on voit qu'il est nécessaire d'effectuer une formation, on peut également faire cette formation tout en restant toujours en arrêt de travail. Alors, c'est vrai que ça demande quand même de s'organiser un petit peu, puisque l'arrêt de travail, c'est maximum 3 ans, donc les indemnités journalières, c'est maximum 3 ans de date à date. Donc, ça demande quand même si on veut faire à la fois le bilan de compétences, choisir la formation et entamer la formation, ça demande quand même qu'on s'y prenne un petit peu à l'avance. Mais ce sont les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle qui peuvent organiser ça, vous aider d'une part à trouver, à vous mettre en lien avec un opérateur pour le bilan de compétences, mais également ensuite réfléchir avec vous sur les formations, vous aider à trouver les formations et ensuite également réfléchir sur les possibilités de financement de ces formations, puisque ces formations peuvent être financées soit par votre compte personnel de formation, soit par éventuellement être intégrées dans le plan de formation de votre entreprise et pouvoir être intégrées et que le coût soit supporté par votre entreprise au moins en partie. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement au courant de tout ce qui peut exister. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller se renseigner par rapport à votre cas personnel, de savoir qu'est-ce qui peut être proposé et mis en place. Alors, il nous reste 1 minute pour une dernière question. Alors, je pose une dernière question. Merci infiniment. Alors, la question, c'est un peu un point de synthèse. Sur quel point je dois être vigilante lorsque l'on me propose lors d'un reclassement? Alors, quand on vous propose un reclassement, le point de vigilance, c'est déjà, est-ce que ce qu'on vous propose comme poste, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce qu'il y a une perte de salaire associée ou pas? Et est-ce que ça entraîne éventuellement un déplacement qui serait supérieur à celui que vous aviez précédemment? Et ce qu'il faut que vous sachiez surtout, c'est que vous n'avez aucune obligation d'accepter un reclassement. Si vous refusez un reclassement, vous ne perdez aucun de vos droits. Donc, alors, il y a
le reclassement, il peut intervenir à 2 moments. Il peut intervenir alors que vous êtes en arrêt de travail, mais que malheureusement, lors de la visite de pré-reprise et de reprise, votre médecin du travail vous dit ce poste-là, vous ne pouvez plus le faire. Donc, il va falloir qu'on vous demande un reclassement puisque par rapport à votre état de santé, il n'est plus possible que vous effectuiez ce travail. Et là, effectivement, on est avant la pension d'invalidité avec effectivement vous pouvez refuser le reclassement, mais ça voudra dire vous inscrire au chômage. Le reclassement peut intervenir alors que vous êtes en pension d'invalidité catégorie 1. Là, pas de souci, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous le refusez, vous vous inscrirez au chômage et vous cumulerez la pension d'invalidité catégorie 1 avec vos allocations chômage le temps de trouver un nouveau travail. Et dernière situation, vous êtes en pension d'invalidité catégorie 2. Alors là, dans cette situation-là, vous avez 2 situations. Une situation où vous n'avez pas de complément de salaire parce que votre employeur n'avait pas pris de prévoyance à votre bénéfice. Dans ce cas-là, vous refusez, vous allez vous inscrire au chômage, vous allez cumuler toujours votre pension d'invalidité et le chômage. Deuxième situation, vous avez une prévoyance qui vient compléter les montants donnés par votre employeur, mais le reclassement qu'il vous propose ne vous plaît pas du tout. Dans ce cas-là, il faut absolument que vous fassiez vérifier si le contrat de prévoyance vous permet de vous inscrire au chômage sans perdre votre prévoyance, ou si, pour le contrat de prévoyance, l'inscription au chômage signifie la clôture de leurs obligations à votre égard. Donc ça, c'est le gros point sur lequel vous devez être attentif, c'est ne pas prendre le risque de vous inscrire au chômage si vous avez une bonne prévoyance, que vous êtes en pension d'invalidité catégorie 2, parce que vous ne souhaitez pas continuer dans l'entreprise. J'espère que j'ai été claire. Très clair, merci infiniment.